Le sujet que je vais vous développer, c'est la radiothérapie en ophtalmologie en 2017. À présent, nous disposons de deux types de radiothérapie en ophtalmologie. La première, c'est la brachythérapie. Brachythérapie veut dire de poser au contact de l'œil un applicateur radioactif pour détruire une tumeur intraoculaire. Et nous disposons aujourd'hui des radioapplicateurs de ruthénium et d'iode 125, ce sont ceux qui sont le plus utilisés. Et le second moyen de radiothérapie, c'est la téléthérapie, autrement dit la radiothérapie externe, la radiothérapie avec les rayons X, les rayons gamma, ainsi que la radiothérapie par faisceau de protons. Alors, historiquement, la brachythérapie, la radiothérapie de contact, commence essentiellement en 1950 avec Stallard, qui inventa les plaques de cobalt. Les plaques de cobalt étaient chargées du premier radioisotope synthétique qui était le cobalt 60. Ces plaques de différentes tailles sont suturées sur la paroi du globe oculaire, juste en arrière de la tumeur, pour délivrer la dose de radiation la plus forte dans la masse tumorale. Elles ont été utilisées pendant de longues années et ensuite abandonnées parce que le cobalt 60, qui est un radioisotope qui émet des rayonnements gamma à haute énergie, ce rayonnement diffuse largement autour de l'œil et pour des motifs de radioprotection, ces plaques ne peuvent plus être utilisées aujourd'hui. Elles ont été retirées. Vient après les plaques de ruthénium. Ceux-là ont été inventés par Lommatch en 1968. On les utilise toujours. Elles émettent des particules bêta à haute énergie qui entrent dans les tissus de façon limitée et convient pour le traitement des tumeurs dont l'épaisseur ne dépasse pas les 5 mm. Sur cette image, vous avez un radioapplicateur suturé sur l'œil après désinsertion temporaire du muscle, qui est maintenu par-dessus la plaque par une once pendant le traitement, et vous avez le traitement d'un mélanome avant et après l'irradiation, et vous voyez tout autour de la tumeur l'impact du volume cible de l'irradiation, qui est cette cicatrice atrophique péritumorale. Deuxième, ou plutôt dernière mode d'irradiation par brachythérapie, c'est l'iode 125. Ceci a été mis au point aux États-Unis en 1975 par Rothman, et ils utilisent des aiguilles d'iode 125 qui émettent un rayonnement gamma de faible énergie qui diffuse faiblement dans les tissus et par conséquent offre les avantages de radioprotection nécessaires pour le traitement des tumeurs intraoculaires. Alors il faut bien dire qu'aux États-Unis, ce sont essentiellement les applicateurs d'iode qui sont utilisés, et en Europe, ce sont essentiellement les applicateurs de ruthénium qui sont utilisés. Pourquoi on n'utilise pas les applicateurs de ruthénium aux États-Unis? C'est parce que la Food and Drug Administration n'admet pas les calculs dosimétriques qui étaient faits à l'époque en Allemagne de l'Est, et elle n'a pas permis le développement de cette technique outre-Atlantique. Passons à la téléthérapie. La téléthérapie commence essentiellement en 1933 à New York et par Martin Harris qui traitait des rétinoblastomes avec l'irradiation externe. On a successivement l'orthovoltage, le bêtatron en 1941, la téléthérapie au cobalt en 1951 qui commence au Canada, ensuite l'accélérateur linéaire que nous utilisons toujours aujourd'hui depuis 1950 et plus récemment la radiothérapie par faisceau de protons qui a été mise au point par Greg Goudas à Boston en 1975. Cette thérapie, elle a également été utilisée et développée par Char à San Francisco depuis 1977 avec des particules alpha accélérées, en Union soviétique par Brovkina qui utilisa un faisceau de protons de faible énergie pour le traitement des tumeurs de la conjonctive et du corps ciliaire, et nous avons introduit cette technique en Europe et en Suisse depuis 1984, et jusqu'à présent, nous avons traité, en tout cas à Lausanne, plus de 6500 cas de mélanome avec le faisceau de protons. Dans le monde, il existe plus de 10 centres qui utilisent cette technologie et plus de 25 à 30 000 cas ont été traités. Quelle est la particularité de l'irradiation par faisceau de protons?
c'est l'emploi du pic de Bragg modulé. Quand les protons accélérés pénètrent dans une masse, dans un tissu, perdent progressivement leur énergie sans irradier pratiquement tout au long de leur parcours. Ils irradient uniquement à l'endroit précis où ils sont arrêtés. Ceci s'appelle le pic de Bragg. En modulant le faisceau de protons pour le faire contenir des protons de diverses énergies, on produit une succession de pics de Bragg, comme vous voyez sur cette image-là, et cela crée un plateau d'irradiation uniforme qui peut être placé dans un volume cible prédéfini. Ceci permet l'irradiation avec précision du tumeur intraoculaire. Il faut évidemment localiser le volume cible, et ceci est fait avec des clips de Tantale qu'on suture autour de la base de la tumeur qui est mise en évidence par diaphanoscopie, et on fait un plan de thérapie sur un moteur oculaire numérisé. Alors, pour le faisceau de protons, pour le traitement avec faisceau de protons, le patient est placé sur un fauteuil stéréotactique parce qu'il doit rester immobile pendant le traitement. Et là, vous avez sur cette image composite le premier accélérateur qu'on utilisait à l'époque, la première patiente que nous avons traitée, la chaise était mécanique et la salle de contrôle qui était électrique. Et maintenant, vous avez la même chose où l'accélérateur est nouveau, plus petit et plus puissant, la salle de contrôle est numérique et la chaise est électronique. Ce qui a changé essentiellement là-dedans, et ce qui me concerne le plus, c'est que, à l'époque, moi j'avais des cheveux qui étaient noirs, et puis maintenant, j'ai des cheveux qui sont blancs, et ça pour moi c'est la modification la plus grande. La technique, elle a peu varié, elle est restée la même. Alors, jetons un coup d'œil sur ces techniques. Voilà. Sur ces techniques. Qu'est-ce qu'on utilise aujourd'hui pour le traitement des tumeurs intraoculaires? Les applicateurs de rétinome mis au point en 68, des applicateurs d'iode 125 mis au point en 75, des rayons X, l'accélérateur linéaire mis au point en 1950, le gamma knife mis au point en 67 et le vaisseau de protons mis au point en 75. Autrement dit, toutes les techniques que nous utilisons aujourd'hui, elles ont plus de 40 ans d'âge. Alors, nous avons la question, est-ce que les oncologues en ophtalmologie sont totalement nuls et totalement incapables de s'imaginer quelque chose de nouveau pour améliorer les choses? Alors, la réponse est la suivante. Même si nous utilisons les mêmes techniques, le traitement lui-même, en réalité, il n'est de loin pas la même chose. Il y a une modification, une progression qui est extraordinaire. Si on regarde le risque de récidive locale d'une tumeur au cours des 30 dernières années, on voit qu'on a passé de plus de 10% à, aujourd'hui en tout cas à Lausanne, risque de récidive locale 5 ans après le traitement, 0,5%. Dans aucun autre domaine de l'oncologie générale, je ne dis pas de l'ophtalmologie, on a aussi important chance de contrôle local de la tumeur. Et quand on parle du risque de rénucléation et des chances de conserver un œil, ceci aussi, ça a passé de presque 20% à presque 1% de risque de rénucléation. Autrement dit, nous avons fait des progrès qui sont absolument spectaculaires grâce à l'utilisation des mêmes techniques thérapeutiques, mais en leur ajoutant d'autres éléments qui sont issus du progrès de l'ophtalmologie. Alors, quels sont les progrès que nous avons réalisés? Le premier progrès, ça a été de définir les indications de la radiothérapie. Ça, c'est une image d'un rétinoblastome traité par téléthérapie, autrement dit irradiation externe. Le contrôle local de la tumeur était excellent, mais on avait un risque très considérable de générer des tumeurs secondaires. Aujourd'hui, le traitement des rétinoblastomes avec radiothérapie externe a été entièrement abandonné. On ne l'utilise plus jamais, et ceci au profit de deux techniques thérapeutiques, dont la première, c'est la chimiothérapie intra-artérielle par cathétérisation de la veine fémorale et chimiothérapie à l'intérieur de l'artère ophtalmique, dans l'œil, et aussi
Ceci a été mis au point et développé essentiellement à New York par Robertson et aussi par la chimiothérapie intravitréenne, qui est une technique qui a été développée essentiellement à Lausanne par le professeur Munier, qui consiste à injecter la chimiothérapie dans l'œil pour l'invasion vitréenne. Deuxième point, une définition meilleure des limites de la tumeur qui est, par conséquent, des limites de la brachythérapie. Si vous voulez, le problème principal pour la brachythérapie, pour suturer des plaques, c'est la limite qui est posée par la présence des muscles, l'émergence des artères et des veines sur l'œil, ainsi que la position du nerf optique. La papille a un diamètre de 1,5 mm. Le nerf optique a un diamètre de 6 mm. Si une tumeur se trouve au contact de la papille, la position la plus proche qu'on peut poser un radioapplicateur sous sa base, c'est 3 mm plus loin. Et ceci constitue le risque de récidive le plus important qui aujourd'hui il est pris en compte. Si dans ce genre de situation nous utilisons à la place de la brachythérapie la téléthérapie au proton, quelle que soit la position de la tumeur, même si la tumeur encercle la papille, il est possible de détruire entièrement la tumeur et de conserver l'œil et une partie de sa fonction. Et troisième et dernier, c'est l'évaluation des facteurs de risque de complications avec les moyens d'imagerie moderne. L'imagerie panoramique que nous allons discuter tout à l'heure, dans la séance suivante, l'imagerie avec l'OCT-angiographie pour améliorer les résultats fonctionnels que nous allons discuter dans la séance un peu plus loin. Et pas seulement l'évaluation des facteurs de risque, mais l'utilisation simultanément de la chirurgie vitréo-rétinienne et des médicaments et de la médication intravitréenne, de la pharmacothérapie intravitréenne par des anti-VEGF dans des indications précises, ou par exemple, quand il y a une ischémie de la rétine simultanément avec une tumeur, grâce à l'utilisation des anti-VEGF, nous arrivons à réduire le risque de glaucome néovasculaire de 40 à presque rien pour cent. Et de même, quand il existe un toxic tumor syndrome, grâce au progrès de la chirurgie vitréo-rétinienne, il est possible de retirer la cicatrice toxique et de permettre aux patients de conserver la vie. Dernier cliché, grâce à l'utilisation des anti-VEGF, sur la base des données de l'angiographie OCT, il est possible aujourd'hui aussi de maintenir la fonction visuelle à long terme. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que la radiothérapie en ophtalmologie et en oncologie oculaire a fait des progrès qui étaient spectaculaires, non pas dans le mode de l'irradiation des tumeurs, mais dans la façon de prise en charge des patients traités conservativement. Et je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur Zagrafos, pour votre présentation qu'on retrouve toujours avec plaisir. Alors, on passe à la séance questions concernant les 4 présentations, en commençant par Monsieur Christophe Morel sur les trous lamellaires. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Sinon, je lance... Oui. Oui. Alors, une question pour sortir avec quelque chose sur le traitement de ces trous lamellaires. Quels sont vos 2-3 critères qui vous permettent de poser l'indication ou de refuter la chirurgie? D'abord une plainte. Le niveau d'acuité visuelle importe quand même, mais finalement peu. C'est d'abord une plainte réelle et acceptable, c'est-à-dire une baisse de vision, même modérée à 7/10, s'il y a vraiment une grosse plainte, j'y vais. Par contre, quelqu'un qui ne se plaint pas à 4/10, je n'opère pas. Donc une plainte, quelque chose à retirer cliniquement ou au moins en OCT. On peut avoir quelques éléments OCT qui peuvent nous dire, c'est l'évolution si vous voulez, comme pour les membranes. Si vous voulez, une membrane qui est à 7/10, 6/10, si elle est là depuis 2 ans, 3 ans, dans 3 ans il sera à 6/10. Donc c'est vraiment l'évolution, une plainte du patient et cliniquement quelque chose où on pense qu'on va aider, qu'on va retirer quelque chose.
Et quand tu opères ces patients, tu tamponnes systématiquement avec du gaz ou de l'air? Jamais, sauf si j'ai une déchirure périphérique iatrogène, ou si j'en trouve une. Tu tamponnes jamais? Non, un trou lamellaire ou un faux trou. Non, un faux trou, c'est comme une membrane, tu tamponnes pas les membranes. Et un trou lamellaire, si tu n'as pas de trou complet, je vois pas le rationnel pour tamponner. Parce que moi, j'ai déjà eu des trous maculaires secondaires à des chirurgies sur faux trous. Ah oui, non, mais si tu fais un trou maculaire, c'est le danger d'ailleurs d'opérer les trous lamellaires, c'est que tu as une finesse, donc si tu crées un trou, évidemment, je le traite alors là comme un vrai trou maculaire. Non, sans le voir en pérop, quoi. Moi, j'ai eu des trous secondaires. Oui, il faut dans ce cas-là le reprendre comme un vrai trou. Non, mais je suis d'accord avec toi. On peut céder des OCT pérop, mais voilà. Tout le monde ne l'a pas. Et concernant la PVR, qu'est-ce que tu as changé dans la prise en charge de PVR par rapport à il y a 15 ans? Finalement, pas grand-chose dans la prise en charge quand la PVR est installée. Par contre, en prévention de la PVR dans l'oschirurgie, c'est vrai qu'on va beaucoup plus facilement sur la vitrectomie en première intention. Et je pense que vraiment, on incriminait beaucoup la cryo, mais le laser aussi a été incriminé. Je pense que vraiment ce qui est dangereux, c'est de faire une cryo sur une rétine qui n'est pas à plat, où là on voit vraiment une dispersion des cellules épithéliales qui demandent déjà qu'à partir. Donc autant la cryo, je fais encore plein de DR simples sous cryo, avec de la cryo, mais sous air. Parce que quand vous avez de l'air, l'épithélium est bloqué, les cellules ne sont pas éjectées, et vous les gelez, vous les tuez vraiment. Vous ne les faites pas simplement partir. Donc ça, c'est vraiment pour moi important. Jamais de cryo sur une rétine décollée. Après, les systèmes, je pense aussi que notre chirurgie avec les systèmes micro-invasifs est quand même un peu moins inflammatoire, donc on stimule un petit peu moins la PVR, mais ça reste, globalement, les principes sont les mêmes, c'est boucher les trous et relâcher les tractions. Et quand tu as du sang dans l'œil, est-ce que tu vas plus vite vers les chirurgies? Est-ce que tu attends moins que le sang se résorbe? Par exemple, tu as une déchirure à bord soulevé avec du sang. Est-ce que tu fais tout de suite une vitrectomie? Ah oui, une déchirure. Oui, généralement, je fais oui. Je pense que c'est la meilleure option actuellement. Et puis, il faut bien savoir que nous, on est un peu les vieux maintenant, mais les jeunes, ils n'ont plus beaucoup fait de chirurgie externe, donc ils vont mettre plus de temps. Puis moins on en fait, moins on a envie d'en faire, en fait. Pourtant, il y a encore de très très bonnes indications en chirurgie externe, toutes les dialyses rétiniennes, les DR du myope fort à petits trous sur vitrée non décollés. Là, évidemment, nous, on continue à faire des chirurgies externes, mais ça représente, je dirais, à peine 10% de la chirurgie de rétine. Oui. Dans mes ratios, c'est ça. Moi, la chirurgie externe, c'est 10% sur le DR, à peu près. Je voudrais poser une question à M. Morel. Concernant les décollements de rétine avec PVR et un syndrome de short retina, c'est-à-dire une rétine qui devient courte malgré la dissection et vous n'arrivez pas à obtenir la rétinopécie. Ça, vous faites des rétinotomies larges de relaxation. Alors, ça, c'est souvent dû à une PVR intrarétinienne. On a beau avoir, en tout cas, on a l'impression d'avoir tout enlevé, mais on sait que la PVR peut être aussi intrarétinienne. Et là, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions que de couper. Alors, quand on coupe, il ne faut pas couper à moitié, c'est-à-dire que si vous coupez pour ne pas relâcher toutes les tractions, à mon avis, vous allez vers une nouvelle chirurgie. Donc il faut couper large, et ça peut aller jusqu'à quelquefois 360 degrés. Bon, ce n'est pas les bons cas, mais généralement quand je coupe en bas, souvent c'est pas loin de 180 degrés, quand je décide de couper. Alors, deuxième question, dans les décollements très anciens, qui dépassent 6 mois, avec une perception lumineuse, est-ce que vous les opérez? Là, on aime quand même avoir des bons résultats, donc on n'est pas enclin. Après, tout dépend de la demande du patient et si on pense qu'on a une chance raisonnable. Si c'est quelqu'un de jeune, on va quand même essayer parce que quelquefois on a des surprises. Mais un vieux DR depuis 1 an avec PL douteux chez un patient de 80 ans qui demande rien, j'examine bien l'autre œil surtout. Alors, moi, je mets assez facilement de la cortisone pair et post-op dans les décollements de rétine. Après, quand il y a un décollement choroïdien, le problème, c'est l'inflammation, elle est là, l'enclenchement de la PVR est là, c'est d'être le moins iatrogène possible. Et le problème, c'est la position du terminal d'infusion. Donc, ça m'arrive de mettre un terminal déjà si les pseudophaques en chambre antérieure, au niveau du limbe, pour donner un tonus. Je draine, généralement, c'est séreux, donc on draine. Et il faut évidemment infuser que si vous êtes parfaitement sûr d'être dans la cavité vitréenne.
et après vous enchaînez sur un DR semblable. Le problème dans ces yeux qui sont mous comme ça, c'est que souvent quand il y a un risque de PVR, par exemple des déchirures multiples, souvent nous encore assez facilement on met une sangle de mon associé, la sangle de Morin, qui est très fine, qui est très bien tolérée, en prévision d'une rétraction de la base du vitré. Là, sur un décollement choroïdien, c'est plus compliqué, donc souvent on le fait pas. Et on essaye simplement de bien le drainer et puis d'être sûr d'être en intrarétinien parce que l'injection en intrachoréidien, enfin en choroïdien, c'est vraiment un gros problème à gérer après. Des questions au docteur Bonnel sur l'OCT et vitrectomie? Une question à M. Zographos sur la radiothérapie. Bien, je crois que tout a été clair. Et on lève donc la séance et nous laissons la place au panel suivant.